donc bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir d'être là ce soir pour notre avant-première, notre magnifique salon du livre qui aura lieu samedi et dimanche. Mais bon, voilà, on est entre nous, tout le monde est au courant, on est tous à fond dans cette histoire. On a fait 15 jours qu'on bosse comme des zinzins. Et donc, en avant-première du salon, nous recevons ce soir Amina Dermuti, que nous avions déjà reçue, souvenez-vous, pour Laissez-moi vous rejoindre, qui était ton premier roman. Voilà. Pas ton premier livre, mais ton premier roman. Et puis, donc, c'est un livre formidable déjà, et qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé et beaucoup porté. Et porté dans notre cœur. Et donc, ce soir, Amina, pour Bientôt les vivants, qui est donc un livre complètement différent, mais où on retrouve la patte de l'écrivain, magnifique. Une histoire, une aventure très émouvante sur les années noires qui ont traversé l'Algérie, les 10 années noires qui ont traversé l'Algérie dans les années fin 80, début 2000. Et à la fois, voilà, c'est une histoire terrible, mais en même temps, comment on s'arrange avec cette histoire-là. Et donc, on suit le personnage de Selma qui va effectivement s'arranger avec cette histoire-là. C'est très... Enfin, bon, moi, c'est un livre qui m'a assez bouleversée. Et voilà, j'en dirai pas plus ce soir. Et je vous laisse en parler avec Nicolas, tous les deux. Je sais que ça va être formidable, comme d'habitude. Voilà, et puis donc... voilà, on a tout dit, hein, je crois, tout ça. Et si, quand même, je vous signale la prochaine rencontre, quand même, avec Marie-Hélène Lafont, sur un livre sur Cézanne. Donc, voilà. On est très, très, très heureux de recevoir Lafont. Voilà. Merci. Bon, merci Catherine, et bienvenue une nouvelle fois à Amina, parce que vous la connaissiez, parce que non seulement elle était venue pour son premier roman qui portait sur les débuts des années 50 à Cuba, avant la Révolution. En fait. C'était un personnage. Et tu étais revenu d'ailleurs au salon. J'entends les bavards là. Tu étais revenu au salon pour une table ronde où tu parlais avec quatre primo-romanciers. Il y avait Étienne Kahn, Marie Vintras, Laurine Tilly, formidable aussi. Et voilà, c'était très sympathique, donc on est très content de te retrouver ici. Donc comme l'a dit Catherine, le premier roman donc, qui est paru en 2021, je crois, et celui-ci. Alors, effectivement, ce sont deux livres, deux romans tout à fait différents, mais je trouve qu'on y décèle quand même, on retrouve certaines valeurs et certaines préoccupations qui étaient déjà dans le précédent, donc peut-être est-ce qu'il y aura des allers-retours à faire tout à l'heure. Et on peut tout de suite commencer en précisant que ce titre, Bientôt les vivants, tu l'as extrait c'est un vers en fait. Bonsoir. Oui, c'est bon. Oui, alors moi aussi je suis très contente d'être là. D'abord, c'est vrai que j'étais venue pour mon tout premier roman et revenir ici poursuivre ce lien. Compte beaucoup pour moi. Donc le titre Bientôt les vivants, effectivement, tu l'as dit, est tiré d'un vers de Kattab Yassine, grand écrivain et poète algérien que vous connaissez sans doute. Il est tiré d'un poème qui s'appelle Poussière de juillet. Et donc c'est un poème qui parle plutôt des morts de la guerre d'indépendance, mais en isolant. Je vais peut-être vous dire la strophe d'où est tiré le vers. Et même fusillés, les hommes s'arrachent la terre, et même fusillés, ils tirent la terre à eux comme une couverture, et bientôt les vivants n'auront plus où dormir. Et donc, c'est pour dire le poids tragique des morts de l'indépendance, de leur poids dans la vie de l'Algérie de cette époque, mais en isolant donc le syntagme bientôt les vivants, il y avait quelque chose de plus optimiste et qui remettait la focale sur la vie et les vivants au-delà
au-delà des êtres humains, puisqu'il est aussi question de chevaux, d'une girafe, d'un chat. Et avant de rentrer plus directement dans le livre, j'aimerais te poser deux petites questions. Bon, premièrement, sur le thème du livre, ça Catherine l'a dit tout à l'heure, ça se passe, disons, entre les années, ça commence en 1997, l'épisode s'interrompt, on repart en arrière en 1988 et on se dirige, enfin le livre se termine, c'est la suite du début en fait, en 1997. Donc ces années qu'on dit les 10 années noires, les années de la guerre civile algérienne, en fait on les compte en général de 92 à 2002 à peu près. Il y a plusieurs comptages. Enfin, en gros, c'est une dizaine de débat historiographique, mais c'est à peu près ça. Et c'est un roman sur un fond historique, mais je crois que tu tiens quand même au fait que c'est un roman qui a une part romanesque qui est portée notamment par le personnage principal de Selma. Et ce travail romanesque, peut-être est-ce qu'on peut grouper les deux questions, comment est-ce que tu vois par rapport à l'histoire, et surtout puisque tu as gardé le même éditeur qui lui-même est romancier, Jean-Marie Laclasquine chez Gallimard, comment es-tu passé en fait d'un livre à l'autre? Oui, alors c'est vraiment un ouvrage de fiction. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la vie quotidienne, la vie ordinaire des Algériens et des Algériennes de cette famille, donc les Ben Saïd. Donc c'est une famille qui vit dans une même maison, comme ça se fait beaucoup en Algérie. Et donc au premier étage, il y a Mima, la grand-mère. L'étage du dessus, au deuxième, il y a Selma, donc, qui est le personnage principal avec son père, Brahim, le fils de Mima, et la mère de Selma, Zainab. Et au rez-de-chaussée, Hicham, qui, comme il le dit dans le roman, vit sous les pieds de la famille, dans son ressentiment, dit-il. Et donc, ça raconte la vie de ces personnages et du point de vue, donc, on en parlait tout à l'heure, vraiment de la vie ordinaire, parce que c'est vrai que la décennie noire, ici, les échos que vous en avez eus, sans doute à travers les journaux, et donc à travers les massacres qu'on racontait, donc à travers ce qui était de plus tragique, en fait, et qui était malheureusement aussi une partie de la vie quotidienne. Mais il y a aussi toutes les stratégies qu'avaient les gens qui vivaient en Algérie pour tout à l'heure ça a été évoqué, pour faire avec cette violence, la dépasser, et le personnage de Selma, qui est toute jeune fille, a des rêves, a des espoirs, elle veut se construire, et donc certes la guerre vient percuter tout cela, mais par la fiction c'était aussi pour moi important de montrer que la vie se poursuivait. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs en deux mots, sauf si tout le monde connaît ça par cœur, pourquoi en fait il y a eu ce déclenchement de violence, et parce que on va aboutir sur ta première page qui est 97. 97, ce n'est pas un hasard que tu commences ton récit là-dessus, parce que c'est un peu le pic de la violence. Oui. Alors, pour donner le cadre, donc à la fin de l'année 91, il y a eu des élections législatives, et le fils, donc le parti, le Front islamique du salut, a remporté ce premier tour. Et donc en janvier, c'est pour ça qu'on compte à partir de 92 très souvent, ces élections ont été interrompues, donc il n'y a pas eu de second tour. Et c'est à partir de ce moment-là, les troubles en réalité avaient commencé avant, mais c'est à partir de ce moment-là des confrontations très violentes entre le fils, ses partisans, des groupuscules plus ou moins indépendants. C'est vrai que pour préciser, le gouvernement a interrompu les élections pour pas que le fils arrive au pouvoir. C'est exactement ça, oui. Je vais dû être clair, mais oui. Oui, puisque l'Algérie s'est ouverte au multipartisme en 1988, et donc là, le fils, tout comme d'autres partis, a déposé ses statuts, et quelques temps après, et donc a obtenu déjà aux élections municipales une première victoire. Donc tout ça s'est fait progressivement sur quelques années. Et donc le roman commence à 88, lors des premières émeutes que Selma voit avec ses yeux
de grande enfant, puisque le roman commence à la fin de l'enfance de Selma et se termine au tout début de son âge adulte. Et juste pour répondre sur les liens entre les deux romans, la question, c'était la deuxième partie de la question. En réalité, je crois que ce roman-là était là avant le premier, mais que c'était trop difficile pour moi de me confronter en tant que néo-romancière encore très peu armée à cette matière qui est à la fois très personnelle et en même temps qui m'a demandé énormément de documentation, puisque avant de laisser la documentation et de me plonger dans la fiction, j'ai voulu me réapproprier cette histoire qui m'a été transmise par mes parents, par des souvenirs, par les récits familiaux, extra-familiaux. Et donc, il y a eu aussi ce travail d'archives et de bibliographie, de visionnage, qui a été une première étape difficile, surtout quand il s'agissait de documenter des massacres, comme celui sur lequel s'ouvre le roman. Et effectivement, j'ai choisi 1997 parce que, à la fin de l'été 97, il y a eu une série de massacres très violents, des villages entiers passés à la lame en une nuit, dans la banlieue d'Alger. Et donc c'était un moment effectivement de paroxysme de la violence, en tout cas dans la capitale, puisqu'il y avait déjà eu d'autres massacres ailleurs. Alors d'ailleurs, ce premier chapitre dont on pourrait peut-être lire un tout petit extrait, si tu veux bien, il est remarquable à plusieurs points de vue. D'abord parce que c'est un formidable chapitre d'exposition où on a les principaux personnages qu'on va suivre ensuite, notamment Selma et sa cousine Maya. Et aussi parce c'est une très belle écriture, tout de suite on est pris par ça, on est séduit par ça. Et parce qu'il y a un contraste extrêmement frappant entre presque la douceur de vivre qu'il y a dans les premières pages, qui se passe dans ce village où les gens dînent ensemble, vont jouer, faire des jeux, etc., au domino, les enfants s'amusent, etc. Et l'explosion de la violence. Et ça, c'est très frappant, d'autant plus que, d'ailleurs, j'ai noté que l'incipit, c'est-à-dire la première phrase du livre, c'est les ruelles de Sidi Youssef n'étaient pas éclairées. Et alors, quand on lit ça, évidemment, on l'entend de façon... elles n'étaient pas éclairées parce que c'était la pénombre, et en même temps parce qu'on entre dans des temps où les ténèbres, en quelque sorte, vont surgir. Et ce jeu sur éclairé, lumière, d'ailleurs, un peu plus loin, c'est un détail, mais dans le livre, il y a un personnage qui est très brièvement cité, qui apparaît, et qui s'appelle Candide. On dit c'est le Candide. Alors évidemment, ça me fait penser à l'éclairé en lumière. Et peut-être, donc voilà, c'est une scène d'exposition, et en même temps, ça se termine, ce qui est très surprenant, par une scène qui est presque cinématographique, qui est une scène d'action où on voit des personnages qui s'échappent. Et c'est ce passage-là, si tu veux, que je t'inviterai à lire pour... Oui, avec plaisir. Je commence. Ok. C'est un passage dur. Tout le roman n'est pas aussi dur. De sa terrasse, Hakima vit la lame de la hache disparaître dans le cou de son mari. Puis les tueurs entraient dans les maisons en défonçant les portes. Ils sortaient d'abord à coups de pied les hommes qui n'avaient ni armes ni endroit où se cacher. Ils les traitaient de traîtres, de vendus à la solde du gouvernement, de couffards, de mécréants. Ils les égorgeaient sur les paliers. Puis ils allaient chercher le reste de leur famille. Hakima avait encore 2 enfants avec elle. Son petit dernier, Hafid, qu'elle sortit des draps, et Aïcha, qu'elle trouva recroquevillée dans les bras de Jida, la manche pleine du gâteau de riz qu'elle avait renversé sur la table. Hakima chercha de ses yeux affolés une cachette. Elle se creusa la cervelle. Elle courut dans la chambre, ouvrit les placards, pas assez profond. Derrière la cloison, elle entendit le couple de voisins murmurer « Je te tuerai. Avant leur arrivée, je te tuerai, puis je me tuerai moi-même. » Elle repartit, chancelante, dans le salon. Ils se rapprochaient. Ils venaient de faire tomber leur antenne parabolique en psalmodiant. Ils envahirent la maison d'en face. Hakima reconnut la voix de Sophia, sa voisine qui allaitait encore, les implorer d'épargner son nourrisson, puis des râles rauques quand les lames tranchèrent les coups.
La seule issue était de monter à la terrasse, puis de sauter de l'autre côté de la rue, au risque de se casser un bras ou une cheville. Elle fuirait, même blessée, même en rampant dans les ronces. Aïcha et Hafid la suivirent en lui tenant la main dans les escaliers. Leurs paumes glissaient dans les siennes. Les enfants se retournèrent. Et Jida, leur grand-mère, les regarda en secouant la tête. Elle se sentait trop vieille, trop fatiguée. Elle attendrait son sort sur cette chaise. Aïcha poursuivit son ascension, le poignet tordu de douleur. Une fois en haut, la petite eut le vertige. Elle refusa de sauter. Hakima demanda pardon à Dieu et la poussa dans le vide. Puis elle ferma les yeux. 1, 2, 3. Elle rejoignit ses enfants dans les broussailles. Cette scène qui s'interrompt comme ça, qui nous saisit, nous allons retrouver bien plus tard, vers la fin du livre, et on va avoir toute l'histoire qui précède. Il y a une chose là qui n'était pas dans ce que tu as lu, mais qui est signalée dès le début. C'est une petite note que j'ai fait comme ça, mais pour montrer justement ce lien entre le début et la toute fin, c'est qu'au tout début, il y a la petite fille, Isha, qui a 7 ans, qui est en train de se faire coiffer par sa grand-mère qui lui fait une queue de cheval. Et d'ailleurs, le cheval occupe une grande place dans ce livre. Et à la fin de ton livre, il y a ton héroïne, la narratrice, Célina. Selma. Selma. Qui c'est pratiquement la dernière scène du livre, qui défait ses cheveux, défait sa natte, et dans un geste un peu libérateur et d'apaisement, quoi. Et en fait, ce livre, il peut se lire aussi, bon, comme une histoire algérienne, mais aussi comme une jeune fille qui devient une femme et qui va conquérir sa liberté aussi. J'aimerais qu'on parle un peu de la famille, tu en as parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a 3 personnages très importants au début, qui est le père Brahim, le Zineb, qui est la mère, Mima, donc, qui est la grand-mère, et un autre, Hicham, qui est le frère du père de Selma. Selma, c'est aussi, on s'y retrouve très bien. Et tu as parlé de cette maison, effectivement, où la famille est en quelque sorte classée par importance. Maison dont tu dis dont le grand-père, qui est mort depuis longtemps, mais dont la présence reste là, est mort en 1962. Le fait qu'il soit mort en 1962, peut-être. Alors, il n'est pas mort en 1962, mais ils sont arrivés dans cette maison en 1960. Ouais, ils sont arrivés en 1962 à l'indépendance, et la maison était occupée par des pieds noirs avant. Donc il y a ce vieux buffet qui est récupéré donc, du temps des pieds noirs, où il y a des bouteilles d'alcool, et donc il y a une phrase effectivement qui décrit Ismaïl à cette époque-là. Oui, il est mort quelque temps avant le début de l'histoire, en fait, lors de la jeunesse de Hicham, donc, qui est l'oncle de Selma, qui est un oncle, qui est donc le jeune frère de Brahim, comme je disais, qui vit au rez-de-chaussée, qui lui a justement assisté à la mort de son père, on a été traumatisé, et qui est un peu l'enfant terrible de la famille, et qui, au retour de son service militaire, a rencontré Dieu, et qui petit à petit va épouser la cause islamiste, non pas en devenant militant, mais en devenant un avocat du fils, puis du GIA d'ailleurs. Et ce personnage il sera très opposé à son frère Brahim, qui n'a pas du tout les mêmes positions politiques que son frère, mais bien au contraire, les combats. Et donc, au sein d'une même famille, au sein d'une même fratrie, il y a cette division qu'a connue l'Algérie. Et du point de vue de Selma, qui garde énormément d'affection pour Hicham. Donc il était important pour moi aussi de montrer un personnage qui avait épousé la cause islamiste, de le montrer de l'intérieur, de montrer également que ça n'était pas par des choix religieux ou idéologiques préexistants, mais pour tout un faisceau de raisons. Et pour reprendre ta question sur la fiction, c'est aussi ça que permet le roman et l'art romanesque, c'est de se placer du point de vue existentiel et non pas du point de vue de l'idéologie
ou du dogme, voilà, de montrer des êtres vivants dans toute leur complexité à l'œuvre. Alors, puisque tu parles déjà, très bien en parler après, mais allons-y. Effectivement, c'est ce qui est très frappant dans ce livre, c'est qu'au début, on a l'impression que les destins ne sont pas encore très marqués, que les choses évoluent doucement, ce qui fait qu'on n'a pas de jugement dur sur les personnages et tout ça, et finalement on comprend un peu tout le monde, quoi. Et ce personnage d'Hicham, donc, tu as dit qu'il rencontre la religion, qu'il rencontre Dieu en provenant du service militaire. Il faut dire qu'il a aussi un problème avec son frère, c'est qu'il se sent moins estimé que son frère, qui lui a bien réussi, beaucoup réussi dans la vie, qui dirige un service hospitalier, etc. Bon, bref. Son rapport à la religion, il est quand même de plus en plus, j'ai trouvé, dans la fascination, quoi. Parce que c'est pas tellement la foi qui le guide, c'est la fascination qu'il a pour les gens, notamment pour les foules, pour les imams Une autre figure paternelle, qui est l'Ibn Hajj, qui est un imam qui apparaît, c'est le seul personnage, disons, historique, traité fictionnellement, qui apparaît dans le roman. Effectivement, tu l'as mentionné, Hicham, il y a à la fois cette part de ressentiment, cette culpabilité aussi d'occuper une place, disons, de dominant francophone dans la société, ce qui lui est amèrement reproché d'ailleurs par Belhadj dans le roman, et en même temps cette fascination pour cette figure paternelle aussi. Et donc finalement, c'est une cible facile pour un parcours de fanatisation, quoi, finalement. Et d'ailleurs, tu as une phrase quelque part que j'ai notée. Ils ont fait de mon oncle, donc c'est le Macular, et ils ont fait de mon oncle de la chair à islamiste. Ah oui. Alors Selma dit ça parce qu'il s'est fait torturer. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'il s'est fait arrêter en fait par la police, comme on le soupçonnait déjà d'être proche des islamistes. Et il y a quelque chose qui le caractérise aussi, enfin, c'est qu'il a quand même une part d'idéal, et c'est ce qui le rend sympathique, c'est qu'il trouve que son frère, finalement, les amis de son frère, etc., ils vivent un peu comme des égoïstes, et ils vivent dans une espèce de luxe. C'est l'appel de l'héroïsme, en fait. Et lui, c'est l'idéal collectif, quoi, c'est ça. C'est ce qui le mène. Bon. C'est ce personnage qu'on va retrouver plusieurs fois. Et on peut parler, si tu veux, d'une passion très importante de Selma. C'est le cheval, l'équitation, et notamment la passion qu'elle a pour ses chevaux. Un premier cheval qu'on rencontre quand elle est encore enfant, et puis un autre qui aura une grande place. Oui, un cheval en particulier très important. En particulier. Chez Eterne. Oui, bien sûr. Non, j'avais juste une petite question. Je me demandais, est-ce que ce rapport, cette passion qu'elle a au cheval, est-ce que c'est pas un peu, un double pour elle, où elle mettrait sa vivacité, sa liberté aussi, sa sensualité, ce rapport-là avec son. Dans sa construction, c'est absolument fondamental, mais effectivement, donc, il y a ce lien au cœur du roman de Selma avec un cheval qui s'appelle Shaitan, et qui est un cheval qui apparaît au début du roman, qui arrive dans ce centre équestre, dont je dirais quelques mots, parce que c'est un lieu qui est important dans le roman. Et donc c'est un cheval qui a été battu, qui a été très abîmé par la violence des hommes, et avec lequel Selma va nouer une relation réparatrice à la fois pour elle, et réparatrice pour le cheval, et aussi pour elle, puisque ce cheval va sentir que tout l'amour et la générosité qu'elle lui donne masquent un besoin aussi de réparation. Et donc ce centre équestre, et c'est une manière évidemment de parler de biais dans cette vie ordinaire toujours, de l'impact de la violence sur tous les êtres vivants aussi, et toutes les sphères de la vie. Et
Et donc ce centre équestre, il se situe dans une forêt qui s'appelle la forêt de Baïnem, qui est une forêt absolument magnifique qui domine le mont Boisé d'Alger et qui se jette dans la mer. Elle est faite d'eucalyptus, donc elle sent très très bon, et de pin. Et c'est une forêt qui est un lieu de loisirs pour les Algérois depuis très longtemps et qui y allait tous les week-ends. C'était pas le dimanche d'ailleurs, le week-end, j'allais dire tous les dimanches maintenant. Et on y allait aussi, nous, avec ma famille. Et d'ailleurs, mon premier souvenir, je pense que c'est pas par hasard si j'ai choisi cette forêt, c'est aussi pour d'autres raisons, mais mon premier souvenir de la guerre civile, enfin en tout cas de l'irruption de la violence, c'est la fois où ma mère me dit nous ne pouvons plus aller à Baïnem, la forêt est envahie par les terroristes. Et alors, là, dans ma petite enfant, d'un coup, ce monde qui était un monde enchanté pour moi quand on allait à Baïnem, on voyait des chevaux, enfin voilà, c'était vraiment un lieu de loisirs et de grand plaisir. Et donc cette forêt, je l'ai choisie aussi parce que le massacre que j'évoquais tout à l'heure s'est passé en bordure de cette forêt, et aussi parce qu'il y avait un centre équestre qui existe toujours à l'état de décombre au sein de cette forêt, et qu'elle a effectivement été envahie par les terroristes qui se sont repliés petit à petit dans les grottes, et ensuite dans ce centre équestre qui a été abandonné, du coup les chevaux ont été déplacés ailleurs, et encore aujourd'hui on peut voir les traces des tirs, mais aussi des graffitis dans les box dans lesquels se réfugiaient les islamistes. Et donc Salma monte dans ce centre équestre qui au départ fonctionne comme un centre équestre en dehors de la guerre, un centre équestre pour elle absolument merveilleux. Pour montrer d'ailleurs toute cette, pour montrer cette noblesse et ce lien qu'elle a avec ce cheval, ce centre équestre. Est-ce qu'on pourrait lire ce tout petit passage de qui vois-tu? Il est ici jusque-là. Ouais. Donc c'est un passage, c'est le premier passage où Salma est à cheval. Et donc il y a des jumeaux, les Hafani, qu'elle ne peut pas supporter. Elle détestait les Hafani, pas seulement pour leur snobisme ou leur arrogance, mais parce qu'ils étaient des cavaliers désastreux, mauvais par mépris pour les bêtes qu'ils montaient, persuadés de manipuler entre leurs cuisses de purs instruments de leur virilité. La preuve que le dédain rendait idiot. Leurs fesses replètes, moulées par des culottes d'équitation hors de prix, tapaient si violemment la selle que Selma les imaginait, le soir, massant longuement leurs hématomes avec de l'arnica. Ils montaient comme des gougnafiers, sans assiette ni doigté, sans sentir leurs chevaux, Prince et Osiris, deux demi-sangs excellemment dressés. Afin d'accrocher des médailles à leur torse adipeux, les deux garçons n'avaient qu'une chose à faire, se cramponner. Et il y a un personnage qui contraste avec ça, avec son attitude assez éthique, quoi, finalement, avec les chevaux. C'est un personnage qui va avoir une importance dans le livre, une grande importance, qui s'appelle Adèle, et dont tu dis, donc, il s'occupe des chevaux également. C'est un personnage qui il la fascine et il la repousse. Il y a quelque chose qui la retient. Bon, bref. C'est un personnage très violent. Voilà, c'est ça. Et elle note, seule l'obéissance l'intéressait, obliger l'animal à se rendre. C'est un peu le contraire de ce qu'elle fait, puisque elle va, en quelque sorte, avoir des rapports privilégiés avec ses chevaux par la tendresse et par le soin. Et comme Selma a une fâcheuse tendance à aller vers ce qui lui fait mal, ou vers la violence, elle va avoir une histoire avec ce jeune garçon, Adèle, qui est un palefrenier. Et Adèle va aussi avoir un parcours différent, et qui va... C'est un autre personnage qui va se rapprocher de la cause islamiste, mais de façon complètement différente. Et c'est important pour moi. Il vient de ce village, de Sidi Youssef, le personnage Hakima, qui est au début du roman, et sa mère. Donc il grandit dans ce village, il est pauvre, il parle arabe, français aussi au contact des cavaliers, et il monte extrêmement bien, mais pas parce que il a eu des leçons d'équitation, ce qui était beaucoup trop cher, mais parce qu'il a énormément observé, mais il monte d'une façon qui déplaît à Selma, puisque c'est une façon très dominatrice de monter, et ce personnage est un personnage qui représente, je crois, quelque chose d'important dans le roman, parce qu'il
il va finir par épouser la cause islamiste, mais non pas par idéologie lui non plus, mais parce que il se sent, alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais plus en sécurité en prenant le maquis que en restant au village où il peut être considéré comme un traître par les islamistes ou bien risquer une descente de police. Donc c'est un personnage très complexe, tortueux, qui effectivement fascine Salma avant qu'elle s'en détache aussi, mais qu'elle garde une relation trouble avec eux. Et alors j'aimerais revenir un instant sur la relation enfin, sur la façon de dire et de lire l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Il m'a semblé que dans ton roman, la politique, les événements historiques sont là, mais les personnages, en quelque sorte, passent devant, quoi. Ils ont conscience de ce qui se passe, mais sans en prendre la mesure, comme c'est souvent d'ailleurs le cas dans la vie. Quoi. Oui. Et, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, justement, et là encore, pour répondre à ta première question, qui était le roman, parce que la fiction, c'est que les personnages ne savent pas comment la décennie noire va terminer. Ils ne savent pas en 88 que les islamistes vont passer le premier tour des élections en 91. Ils ne savent pas en 92 que l'année 93 sera encore plus violente que la 92, ni que la 94 le sera encore plus que la 93. À chaque seuil de violence, les gens se disent, bon bah, on est à un paroxysme de violence, ça va se calmer, et même les gens qui partent, je le dis à un moment, ça a été le cas de beaucoup d'exilés de la décennie noire, partaient avec des toutes petites valises, en se disant on part pour quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, il faut jamais perdre de vue aussi ça, c'est que quand on est dans la tête des personnages, on n'a pas ce que nous avons en tête a posteriori tout le déroulé de l'histoire. Et donc c'est pour ça que quand on lit le livre, en fait, et en l'écrivant aussi, j'imagine, on relit l'histoire différemment, on la comprend différemment, et je voulais savoir si pour toi, justement, le travail du romancier n'était pas là aussi pour écrire l'histoire ou pour la révéler, même si c'est pas un livre d'historien, il y a quand même une part historique, le fait de le mettre en personnage, est-ce que ça ne nous fait pas mieux comprendre l'histoire que... Vous racontez une part de l'histoire algérienne, bien sûr, qui a été peu racontée, mais à travers la vie la plus quotidienne des Algériens et non pas les massacres, comme je le disais tout à l'heure, même si le massacre inaugure ce roman. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de passages d'ailleurs qui sont là encore, je trouve, dans le style et dans la manière de vivre, l'affection qu'il y a entre les personnages qui est d'une grande sensibilité, d'une grande tendresse, d'une grande... Tous les liens d'amour, les liens d'affection que vient aussi percuter bien sûr cette guerre, parce que peut-être que, alors il y a l'impulsion bien sûr, mais c'est une histoire voilà, qu'on a traversée dans ma famille, enfin, l'histoire avec un grand H, cette histoire de la décennie noire, donc je savais qu'un jour j'écrirais là-dessus, mais il y a aussi une question qui a guidé l'écriture de ce roman, c'est une question qu'on a pu tous se poser dans notre vie, c'est à quel moment rompre les liens parfois voilà, de l'enfance, des liens qui nous ont aidés à nous construire, mais qui nous abîment et qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent être des liens qui nous abîment. Doit-on les rompre ou ne pas les rompre? Et à ne pas les rompre, est-ce qu'on ne risque pas de se couper de soi? Et donc, cette question qu'on a pu tous se poser dans un contexte de guerre civile, évidemment, elle est beaucoup plus urgente, beaucoup plus tragique. Et tous les personnages vont être confrontés à cette question. Et celle qui refusera de répondre à cette question, c'est Mima, puisqu'elle aime ses deux fils. Et elle continue à aimer Hicham très fort, en dépit de ses positions qu'elle rejette. Et c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est les grandes contradictions affectives dans lesquelles se sont trouvés les personnages. C'est très juste. Et d'ailleurs, à un moment, ce personnage d'Hicham s'isole lui-même dans la maison, quoi. Il ne veut plus voir personne, il reste dans sa chambre, etc. Et sa mère s'arrange toujours pour lui mettre un peu de nourriture de côté, etc. Enfin, elle reste un peu au petit soin avec lui, même si lui refuse en apparence son amour. Je trouve qu'il y a des trouvailles littéraires formidables dans cette écriture de l'histoire, la façon dont l'histoire est signalée. J'en ai relevé une, mais bon, il y en a plein dans le livre.
C'est-à-dire que tu signales aussi les faits historiques et les événements par des petites notations. Il faut raconter toute l'histoire. Par exemple, il y a la fin d'un chapitre qui est assez génial à mon avis, qui est, nous avons une famille qui est en voiture, c'est la famille de Maya, la cousine. Voilà, ils attendent pour rentrer dans la ville, enfin bref. Et à un moment, le personnage de la mère veut fumer, je crois, et ça fait tousser sa fille, mais elle ferme les vitres et à ce moment-là, elle dit « À cause des heures, il était interdit d'ouvrir la fenêtre. » Oui. Et alors, je trouve que cette phrase qui conclut le chapitre, elle dit beaucoup de choses sur l'atmosphère et la façon dont les gens... Oui, mais ça fait vraiment partie de mes souvenirs d'enfance, le fait qu'on n'avait pas le droit de baisser les vitres parce que c'était dangereux. Et ce sont des choses comme ça aussi que je voulais raconter. Tu parlais des liens affectifs entre les personnages. Il y a aussi un grand thème dans ce livre, c'est l'impossibilité de parler, de se confier, de prendre les gens de sa famille à témoin. Chacun est un peu dans son univers. Et on pourrait peut-être lire à ce sujet un passage qui est tout à fait caractéristique, où tu parles justement d'Hicham, qui donc s'est fait arrêter par la police, qui a été torturé et qui revient chez lui, qui s'enferme, qui n'arrive pas à parler. Son frère essaye de venir vers lui pour lui renouer un peu le contact, mais ça ne marche pas tellement, et on pourrait peut-être lire tout simplement le passage qui commence Non, Hicham ne pouvait rien dire. D'ailleurs, personne ne lui avait posé de questions. La sainte pudeur, la vertu qui laisse chacun souffrir dans son coin. Brahim lui avait tendu, il était vrai, plusieurs perches. Avait-il entendu parler du Comité national contre la torture que des avocats, médecins, journalistes et universitaires avaient monté afin de recueillir les témoignages des torturés? Savait-il que des dizaines de plaintes avaient été déposées? Hicham ne répondait jamais. Le sourcil de Brahim, levé haut sur son front, finissait toujours par retomber. Je lis de façon très docile ce qui m'a été indiqué. Non, mais tu as le droit de refuser, c'est que les choix sont... J'aurais plutôt eu tendance à continuer, mais je m'arrête. Non, sinon on n'a pas fini. Oui, alors, il y a évidemment la place des femmes est extrêmement importante dans ce livre, non seulement par le personnage principal, l'héroïne, mais même par les autres femmes. Et alors, il m'a semblé aussi que souvent les femmes avaient tendance à être, alors tu vas me dire, c'est comme dans le livre, mais à être un peu le lieu pas des contradictions, mais de la détérioration des hommes. C'est-à-dire, par exemple, on a donné l'exemple de la grand-mère, par exemple, Mima, elle est un peu le lieu, enfin, la personne qui recueille toutes les souffrances un peu de Hicham, et aussi de sa dérive sectaire. Quoi. On a aussi un peu le témoin de même, on a le personnage de la mère Zineb, qui finit par avoir une sorte de dégoût de son mari, parce qu'on a appris aussi qu'il s'est compromis dans un trafic. Une affaire de corruption, oui. Il le fait pour sauver son frère, donc. De médicaments, etc. Mais on a l'impression que ce pays en crise, en quelque sorte, est une famille où l'amour est refusé, où il ne passe pas entre les gens. Quoi. Il passe, mais comme dans la vie, pour reprendre ton expression, empêché par beaucoup de choses, et cela est accentué par le contexte absolument tragique. Et Zineb, d'ailleurs, est une femme qui
qui évolue, elle, qui évolue pour un intérêt pour la politique et notamment pour cette association des algériennes pour les droits de l'homme. Oui, oui, tout à fait. Et Zainab, petit à petit, qui est un personnage plus effacé au début du roman, ce que le reproche d'ailleurs même son mari, va peu à peu, au contraire, devenir la personne de premier plan du couple, et c'est Ibrahim qui va s'affaisser après un épisode très difficile que je ne révélerai pas, très marquant en tout cas pour lui. Et c'est cet affaissement aussi des masculinités d'hommes qui n'ont pas réussi à sauver leur fille, leur mère, leur cousine, qui m'intéressait à travers le personnage de Brahim, l'impuissance en fait. L'impuissance et ce que ça pouvait causer de dépression. Alors c'est un personnage très éclatant au départ. Et que, ce qui d'ailleurs détériore un peu les rapports avec son frère, un personnage très puissant qu'on vient fêter en plus, dont on vient fêter la réussite, etc. Il est très solaire, Brahim. Et les deux jeunes filles, quant à elles, on les voit grandir au fur et à mesure du livre, parce qu'il faut dire que les différentes parties sont, donc on redémarre de 88, ensuite c'est 90, et puis après, les chapitres s'appellent 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, etc. Donc tu donnes une date à chaque fois, donc on sait à peu près ce qui leur arrive, dans quel âge, etc. Elles grandissent aussi et embellissent, notamment Maya, voilà, qui est très soucieuse de sa beauté. Oui, très belle. On voit tout leur. C'est très charmant en un sens, quoi, parce qu'on voit aussi toutes leurs. Moi, un peu d'adolescente, leurs doutes, mais aussi la naissance d'une conscience. Parce que Selma, par exemple, à un moment, dit j'aimerais tellement pouvoir voter pour participer. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le fils est passé aux élections, mais avec une abstention énorme. Et donc Salma, à ce moment-là, il se dit, si jamais moi j'avais eu l'âge de voter, eh bien j'aurais pu contribuer à ce que le fils ne soit pas élu, parce qu'ensuite il y a une manifestation incroyable à laquelle participe Zainab. Bref, donc il y a tout ce parcours-là. Mais certes, et Maya et Selma donc, sont deux féminités complètement différentes d'un certain point de vue, tout en étant très liées. Selma, elle est très sauvage, elle est au début du roman surtout, mais pas tellement moins à la fin, très garçon manqué. Et Maya, elle, au contraire, a une mère déjà qui est beaucoup plus soucieuse de son apparence. Et donc Maya commence dans cette éducation féminine-là, mais un parcours émancipateur, elle aussi comme elle peut, puisqu'elle devient reporter, et elle devient journaliste, et donc à cette époque-là, être reporter, c'est être reporter de guerre. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, parce qu'on la rencontre. Enfin, la première fois qu'on la rencontre dans le livre, c'est au tout début, où elle est donc adulte, et elle est déjà même photographe, je pense, photographe, journaliste. Et alors donc, quand on la retrouve, disons, adolescente, au cours du récit, on a l'impression d'un personnage frivole, etc., dont on n'imagine pas ce destin. Il y a aussi un petit jeu de mots qui court toujours, me semble-t-il, ton livre, c'est la résonance entre le fils, et le fils qui suit cette. D'ailleurs, je crois que Selma le dit plus ou moins à un moment donné, le fils. Moi, je me souviens ça, bon, c'est aussi un souvenir d'enfance. J'entendais les adultes parler du fils, et je les voyais changer de ton. Enfin, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de dangereux, d'inquiétant derrière le fils. Et j'entendais évidemment le fils comme le fils de quelqu'un. Je me disais, mais c'est qui ce fils? C'est le fils de qui? C'est vite, j'ai compris. Mais... Alors, j'aimerais bien aussi qu'on évoque rapidement, si tu veux, la question qui est très importante pour elle, du corps et des désirs, des transformations, etc., qui se passent dans ce livre et qui d'ailleurs étaient déjà tout à fait présentes dans l'histoire de, comment ça s'appelle, dans le premier roman. Et elle a cette. Alors évidemment, c'est
elle est un peu, comme toutes les filles de cette époque, de son âge, un peu dans le mystère, parce qu'elle découvre les choses un peu au fur et à mesure, on ne lui explique pas. Mais il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle. Elle découvre plus ou moins avec sa copine, donc mais bon, ce récit, enfin, en même temps, cette description de transformation, la façon dont même elle va monter à cheval différemment, tout ça est dit avec beaucoup de poésie, beaucoup de sensualité, et on a l'impression que l'évolution de son corps, l'évolution de son esprit et l'évolution de son rapport aux chevaux a quelque chose à voir avec son épanouissement de femme. Mais au tout début du roman, Selma est un personnage qui est très moqué par ses camarades, notamment parce qu'elle est trop grande pour son âge, pas très gracieuse. Elle a un problème au pied, donc elle doit mettre des semelles, elle doit aller voir un médecin pour rééduquer son pied. Et au tout début du roman, donc, il y a une sortie de classe au zoo. Et là, donc, tout le monde est devant la girafe, et alors toute la classe se moque en disant Selma, girafa, enfin voilà, donc Selma la girafe. Et donc la classe ensuite s'en va vers la cage des lions, qui était complètement apathique, puisqu'ils étaient drogués, comme beaucoup de lions l'étaient dans les zoos avant qu'on ait davantage aujourd'hui d'empathie pour la cause animale. Et donc ils se mettent à hurler devant la cage des lions qui, eux, ne répondent pas. Et pendant ce temps-là, la girafe se lance au galop. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vu un galop de girafe, c'est absolument splendide. C'est d'une grâce... Et Selma se rend compte que cet animal gauche, son long cou, et bien en fait, quand il se lance au galop, dans un autre rythme, il devient absolument gracieux, harmonieux, magnifique. Et elle se dit, eh bien moi aussi, je vais trouver ma vitesse. Et donc, l'équitation participe évidemment à cela. C'est-à-dire que quand elle monte à cheval, elle trouve sa vitesse. Sur ces interdits, ces tabous, à un moment, il y a des considérations sur sa virginité, enfin, considérations qui ne sont pas faites par elle, hein, c'est d'autres personnages. Il y a une scène aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est la scène de la fête chez Soufiane. Parce que cette fête, elle commence un peu comme un écho à une même fête qu'il y a dans ce premier livre, mais ça se termine beaucoup moins bien. Mais au début, on se dit, mais oui, c'est curieux, c'est la même scène, et ça va être une scène de découverte, enfin, on pense que ça va être une scène d'amour, quoi, en fait, d'amour révélé, pas du tout, ça tourne tout à fait autrement, mais est-ce que c'est pas justement caractéristique, parce qu'on ne s'attend pas à la façon dont ça va tourner, est-ce que c'est pas justement une scène d'humiliation par rapport à sa beauté, quoi. C'est une scène de violence, de violence aussi très ordinaire, hein, qui dépasse largement le cadre de la décennie noire algérienne, hein, qui a été traitée dans d'autres contextes, notamment par un film très récent, How to Have Sex, que j'ai trouvé formidable pour ça, pour la violence ordinaire, en fait, des rapports entre adolescents, entre garçons et filles notamment. Et ça se déroule donc à Club des Pins, qui est un ancien village balnéaire du temps de la colonisation, qui ensuite est resté un village balnéaire. Et alors, au début de la décennie noire, petit à petit, les dirigeants vont s'y réfugier dans ces bungalows de luxe, hein, qui sont en fait de très belles maisons. Et ça va devenir un quartier bouclé et dans lequel on n'entrait que sur invitation ou avec une carte. Et donc c'est dans cet endroit-là que vit Sofiane, qui est un des camarades de classe de Selma, et de Maya, qui est petite amie de Maya au début du roman. Et donc elles se rendent à une soirée dans cet endroit-là, et c'était une façon aussi de montrer comment la violence pouvait s'inviter de façon tout à fait anodine, en fait, dans des rapports entre adolescents à une soirée.
Ça va aller un peu plus loin parce qu'après, il y a une histoire de photos aussi, un peu compromettantes, etc. Il y a une surveillation, là. Nous faut Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement scolaire. Voilà, c'est ça. Penser aux réseaux sociaux, les ados balancent des photos compromettantes. Il y a aussi une scène mais qui est toujours un peu en rapport avec ce rapport à son corps et tout ça, et qui est très belle, c'est la connivence qu'elle a avec son cheval, dont on disait tout à l'heure, qu'elle conquiert en douceur. Et c'est aussi, me semble-t-il, là où elle trouve la force de sa résistance à elle, quoi, où elle puise sa force. Et plutôt que de bavarder, j'ai noté qu'elle s'apprivoisait elle-même en apprivoisant son rapport au cheval, on pourrait peut-être. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Moi, je n'ai pas du tout. Non, je risque de lire tout le livre avant. Non, voilà. Pas en venir. Ce petit passage qui est 1596 et qui doit commencer par. Je vais indiquer la fin. Oui, voilà, c'est la fin. À la fin du chapitre. Ah oui, donc c'est après la scène de rencontre avec ce cheval où il ne veut pas avancer, il est traumatisé, donc ce fameux palefrenier, Adèle, se charge de lui faire comprendre qui décide, et donc c'est une scène très difficile pour Selma, puisque le cheval est fouetté en public, sous un soleil écrasant, et il est blessé vraiment. Et donc personne n'a le droit d'approcher ce cheval, mais il se trouve que Brahim est en retard pour aller chercher Selma, donc elle va trouver le cheval interdit, donc elle ne le connaît pas encore. L'animal se tenait de dos. Selma pouvait voir sa croupe large bosselée par les croûtes. Il ne semblait pas remarquer sa présence. Somnolait-il, ou s'agissait-il d'une de ces ruses contre lesquelles Wahib l'avait mise en garde, destinée à la laisser approcher pour lui asséner son sabot dans le ventre? Elle décida de lui faire confiance. Elle s'adressa à lui d'une voix basse et calme, fit glisser le verrou. Elle entrebâilla la porte. Shaitan ne réagissait toujours pas. Chercherait-il à s'enfuir si elle ouvrait davantage? Elle augmenta l'ouverture, et le grincement des gonds fit tourner la tête du cheval vers elle. Il l'observait, l'encolure basse, le chanfrein et la bouche ensanglantés. Il avait dû lécher ses blessures. D'étranges reflets bleus animaient ses grands yeux noirs. Sans quitter le seuil de la stalle, la jeune femme avança son bras droit, la main ouverte, la paume tournée vers le plafond. Et là, toi. L'animal continua à la regarder. Selma fit alors un pas en avant quand Shaitan se braqua. Sa tête se dressa, ses oreilles se couchèrent, ses naseaux se dilatèrent en sifflant. Si tu approches davantage, je te tue. Mon espèce ne possède pas de loi pour me l'interdire. Selma courut de l'autre côté de la porte et la referma à la hâte, sans tirer le verrou. Elle et Shaitan ne se quittaient pas des yeux. Comme il s'était déplacé, elle pouvait désormais voir les entailles qui purelaient à son flanc. « Je vais te soigner, murmura-t-elle. » Mais elle savait que l'animal ne la laisserait pas approcher. Elle eut alors une idée. Elle s'accroupit et fouilla dans son sac de sport. Tandis qu'elle trouvait son sachet de friandises, elle sentit un souffle chaud sur son crâne. « Ne bouge pas, s'intima-t-elle. Laisse-lui le choix de la morsure. Laisse-le te choisir. » Les naseaux du cheval parcoururent l'arrière de sa tête jusqu'à sa nuque. Ses expirations faisaient gonfler ses cheveux. Selma resta longtemps immobile. Quand Shaitan laissa pendre sa tête hors du box, près de son épaule, elle ouvrit délicatement le sachet et approcha sa main pleine près de la bouche du cheval. Ses lèvres musculeuses avancèrent le long des doigts de la jeune fille. Il attrapa une croquette brune, Selma sourit. Elle se retint de le caresser. Elle le laissa tout manger, puis elle se leva. Il lui fallait un seau, une éponge et du savon. Son paquet de bonbons entier ne serait pas de trop. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est vraiment un très beau passage, hein, là encore, sur le plan littéraire. Et ce sont des passages qu'on a envie de relire un peu pour soi, de lire à voix haute. Et voilà, enfin, c'est assez caractéristique de son écriture et du rapport à son choix. Il y a aussi des scènes, d'ailleurs, enfin, une justement qui est très frappante, où il y a un combat en fait que moi je vois un peu comme un combat de désir refoulé, quoi, un peu où
peut intervenir entre deux personnages, et ce sont deux chevaux qui se battent. En fait, c'est entre Selma et comment il s'appelle, et bon, enfin, je sais pas si tu as quelque chose à parler de ça. Sur le combat des talons. Oui, oui, enfin, bon, Bon, c'était sur la dangerosité en fait aussi parce qu'évidemment j'en ai pas parlé, mais choisir le cheval pour parler d'une telle période, le cheval est un animal peureux, est un animal aussi très important dans la culture arabe, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, il est très important, et, et le cheval est aussi un animal dangereux qui fait peur, donc il y a effectivement cette bataille des talons au sein du roman. bon, évidemment, on ne peut pas raconter tout ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la suite du roman, beaucoup de détails, beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Il y a peut-être un point sur lequel on peut dire deux, trois mots, qui est le fait que plus la situation se dégrade, plus il y a des attentats, etc. Et plus on parle, enfin les personnages évoquent la possibilité de l'éloignement temporaire. Et c'est ce qui va lui permettre d'étudier d'ailleurs en France. Est-ce qu'on peut parler de cet éloignement temporaire? C'était quelque chose de très répandu ou Oui, alors, il y a eu beaucoup d'exilés en fait hein, pendant les décennies noires, même si nos personnages principaux restent en Algérie, mais c'est Maya qui menaçait de partir par ses parents qui partent et qui veulent qu'elle, en tout cas sa mère, qu'elle parte avec elle. Et Maya fait le choix de rester. Elle arrache plutôt le choix de rester. Mais effectivement, ça a été très douloureux. Et puis bon, ça a été la trajectoire, alors que n'empruntent pas les personnages du roman, mais qui a été celle de ma famille. Pour conclure rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un petit détail qui peut nous servir de conclusion, c'est que dans ce roman, on parle beaucoup de photos aussi. Hein. Il y a un appareil photo au début qui est offert, il y a Maya est photographe, etc. Et à un moment, il y a toute une discussion, enfin un parallèle qui est fait entre les polaroïdes, c'est-à-dire les photos instantanées, quoi, en fait, et les photos qu'on développe, les photos de la photographie. Et je me suis dit, mais finalement, c'est ce qui caractérise les deux personnages, quoi. Il y en a une qui est dans l'instantanéité et qui peut représenter dans la photo le journalisme, l'événement raconté sur l'instant, et l'autre la photo développée, disons, après coup, qui est plutôt le geste de l'écrivain ou de l'historien. Est-ce que tu acceptes Ah oui, oui, j'accepte. On peut peut-être garder quelques minutes, si tu veux, pour passer la parole à la salle, s'il y a des gens qui ont déjà lu le livre ou qui veulent intervenir, poser des questions, suggérer de nouvelles lectures. Juste une question bête. Vous avez vécu ces 10 années sombres sur le sol algérien? Alors nous, on est partis en 94, mais alors on retournait en Algérie toutes les petites et les grandes vacances. Donc on est partis à cause de la violence, mais on est retourné toutes les petites et les grandes vacances. Je trouve que c'est un paradoxe de beaucoup d'Algériens qui n'arrivaient pas vraiment à partir et à y retourner. Donc oui, mais évidemment j'étais toute petite, donc les choses filtraient bien sûr, puisque la vie des adultes, mais j'ai été très protégée par mes parents et par ma famille. Je sais que Catherine a été emballée par le livre aussi. Oui, non, mais mais bon, enfin voilà. Bon, et ben, madame. On doit poser des questions même si j'ai pas lu le livre. bien sûr. J'ai très envie. En fait, c'est le titre et le fait que vous parlez de la décennie noire. Mes parents sont algériens. Je suis touchée par ce qui est arrivé. Et je me dis en vous écoutant, est-ce que le déclencheur, enfin, les élections qui ont été avortées par le gouvernement, le fils qui l'emporte, le peu de votants à l'époque, est-ce que dans l'histoire du peuple
algérien, l'histoire du peuple algérien libre après l'indépendance, est-ce que c'était pas une recherche, un tâtonnement de la notion citoyen, devenir des citoyens? Oui, bien sûr, mais il y a tous ces espoirs de démocratie aussi dans le livre. C'est pour ça que, on le disait au départ, c'est un roman qui traite de la décennie noire, mais qui a aussi sa part d'espoir. Et effectivement, en 88, lorsque le multipartisme apparaît, il y a cet espoir qui est représenté entre autres par Zeynep, hein, la mère de Selma, des espoirs de démocratie, et d'une vie citoyenne plus remplie. Et c'est une option, en tout cas, qui est portée par les personnages. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu arrêtes ton récit en 97, alors que, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt vers 2002 que tout ça est dissous. Il y a la concorde civile, etc. Oui, parce que ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait organiquement pour mes personnages. Davantage que des bornes chronologiques posées par les historiens. C'est vraiment la vie de mes personnages qui m'a guidée. Et donc, après le massacre de Sidi Youssef, qui est un lieu important pour Selma, puisqu'elle y passe du temps avec Adèle, il y a un événement aussi qui clôt le roman et dont on ne va pas parler là. Eh bien, il y a une étape là pour Selma, et donc je voulais clore le roman à ce moment-là. En tout cas, c'est un roman non seulement très beau sur le plan littéraire, tout à fait intéressant, mais aussi ce sont des personnages, ça je l'ai peut-être pas assez dit au début, c'est des personnages qu'on adopte et finalement on les aime tous. Quoi. Ah, ça me fait plaisir. Parce que moi je les aime beaucoup. Et puis les personnages de femmes sont des personnages forts. Elles ont un rôle fort dans l'histoire. Et ça, c'est à toutes les générations, c'est-à-dire la grand-mère, la mère, puis ensuite Selma et Naya, qui sont des femmes qui se battent, je trouve que c'est formidable dans ce livre, ça aussi, ce que tu racontes du rôle de ces femmes, vraiment. Ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi dans le livre. On en reparlera au salon, on le mettra bien en Oui. avant pour que C'est sûr. tout le monde puisse le lire. Est-ce que vous... Ah oui, vous dites que vous étiez petite, et est-ce que vous en avez parlé de cette époque avec des gens de votre âge, des cousines ou des Bien sûr, oui, énormément. Voilà, vous avez des frères et sœurs Oui, énormément de cousins, énormément d'amis. Enfin, c'est une histoire collective. Voilà, donc non seulement on vous a parlé de cette époque, mais vous en avez aussi parlé Bien sûr, tous les dans récits. votre génération. Bien sûr. Oui. Ce qui délie bien les choses, les sentiments des uns et des autres, enrichit encore le récit. Absolument. Et l'histoire du cheval, ça m'a intriguée. Le cheval, c'est un animal qui est important dans ta vie aussi, à toi. Oui, voilà. Ça ne vous a pas échappé, la Non, précision non. avec laquelle je parle de Oui, voilà. C'est Oui, ça. bien sûr. Et puis je montais aussi en Algérie. Alors les chevaux, la première fois que j'étais mise à cheval, c'était d'abord dans ce centre équestre de Baïna, mais j'étais vraiment toute petite. Et ensuite, plus tard, quand on revenait en vacances, je montais les chevaux qui ont ensuite été déplacés à Zeralda. Donc oui, l'univers équestre est un univers qui a beaucoup compté dans ma vie. Et c'est un plaisir aussi pour moi de pouvoir me replonger dans cet univers à travers le personnage de Selma. Une question, pourquoi vous rappelez le cheval Shaitan? Oui, parce que ce cheval, en fait, pour beaucoup de personnages, non pas pour Selma, mais pour beaucoup de membres du club, ce cheval qui a subi la violence des hommes, mais qui est très violent, hein, lui, on ne l'a pas mentionné, mais une sorte d'élément un peu cathartique, c'est le méchant cheval, c'est le violent. Et donc il est appelé, il est nommé par les personnages Shaitan, le diable. En Algérie aujourd'hui, les chevaux sont plutôt traités comme une vache sacrée d'Inde, c'est-à-dire que c'est un animal sacré, ou est-ce qu'il y a toujours des maltraitances comme ça dans
Mais la maltraitance n'est pas propre à l'Algérie. Hein, il y a de grands cavaliers, de grandes écoles de cavalerie. Enfin, je veux dire, ce n'est pas emblématique du rapport des Algériens aux chevaux. Non, c'est un rapport avec un cheval particulier, un palefrenier particulier, qui est un personnage qui lui-même a subi beaucoup de violence. Donc ça raconte des destinées, plutôt que ça n'a pas vocation à décrire quelque chose de collectif. Oui, bon, j'ai hâte, sur la base de ce que vous avez dit, de lire votre roman, hein, et j'espère qu'il y aura plein de romans écrits sur cette période-là, qui est quand même, bon, hein, la liaison entre les deux rives, pour nous, c'est quand même, vraiment, c'est un fondement, enfin, de l'histoire française d'aujourd'hui, d'hier, et les marques, elles restent bien présentes, et y compris ces années-là, hein, et ces années-là qui posent tout un tas de problèmes pour l'Algérie, pour la France. Ça, c'est la première chose. Enfin, vraiment, j'espère on verra des romanciers. Il y a une grande littérature algérienne, et on verra. Alors, bon, je ne sais pas s'il y en a déjà, mais apparaître bien des romans, c'est porteur de toute une réflexion de roman, hein, pour bon, ce que le roman apporte à l'histoire et comme incitation à avoir envie de connaître ces événements. Je crois que, enfin, vraiment, j'ai hâte de lire votre livre. C'est la première chose. Et la seconde, c'est quand même qu'on est dans une période particulière, la loi immigration, hein, et comment, eh bien, des circonstances qui brutalisent complètement la vie des individus, au-delà des 200 000 morts, hein, qu'on estime de la décennie noire, mais c'est tout le peuple algérien qui a été bouleversé. Et regardez Argenteuil, qui est une grande ville algérienne. Hein, bon, les échos, alors moi j'en discutais peu, mais par les temps qui courent, comment la société brutalisée, la guerre et tout ça, eh bien fait que vous aviez la possibilité d'y rentrer aux petites vacances et aux grandes vacances comme vous dites, hein, mais je connais des gens à Argenteuil qui ne sont jamais rentrés et qui vivent aujourd'hui encore dans des difficultés et porteurs de ces circonstances effroyables. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pu partir. Oui. Et dans ces pays-là aussi, le cheval, c'est pas du tout comme ici. Ici, ils sont séquestres. Mais après, quand on se balade, on voit personne les chevaux. Très peu. Dans ces pays-là, c'est quand même une tradition. Les gens se déplaçaient. Alors dans les années 90, je vous assure Non, qu'on mais allait en voiture. non, mais je veux dire, c'est une tradition. Mais il y a une forte tradition équestre, en bien France, sûr. par exemple, le cheval n'est pas une tradition. Donc, Une très belle école française équestre. Bon, non, mais ça plus ne fait pas. des écoles équestres. Donc, c'était un moyen de promotion, tout simplement. C'est tous ces pays du Maghreb, c'était des pays les hommes comme les femmes, je sais pas. Donc, c'est en plus la tradition. Peut-être parce qu'on peut, si tu es d'accord, rester encore un peu pour prendre un verre et signer quelques livres et tout ça. Et puis on va Merci à vous tous. Merci. Merci.